Il existe une forme de gentillesse dont on parle très peu parce qu'elle est socialement valorisée, presque sacrée, et pourtant profondément ambivalente. On nous apprend très tôt à être aimable, compréhensif, accommodant, à ne pas faire de vagues, à éviter les conflits. Et au départ, cela semble être une qualité indiscutable. Être gentil, c'est être une bonne personne, n'est-ce pas? Mais à force d'observer les relations humaines, on finit par voir autre chose apparaître sous cette façade rassurante, une gentillesse qui n'est plus un choix conscient, mais un réflexe, une gentillesse qui ne vient plus du cœur, mais de la peur, peur de déplaire, peur d'être rejeté, peur de perdre le lien. Dans ce cas-là, la gentillesse cesse d'être une expression libre de soi, elle devient une stratégie de survie émotionnelle. On donne, on s'adapte, on s'efface, non pas par générosité, mais pour rester accepté et sans s'en rendre compte, on commence à se trahir. Car chaque fois que l'on dit oui alors qu'un non aurait été plus juste, chaque fois que l'on minimise ses besoins pour préserver la paix, on envoie un message silencieux à soi-même. Ce que je ressens passe après, ce que je veux peut attendre. Ce que je suis n'est pas prioritaire. Ce type de gentillesse installe une fatigue intérieure très particulière. Ce n'est pas une fatigue physique, mais une usure lente, presque invisible. On se sent vidé après certaines interactions, irritable sans raison apparente, parfois même coupable sans savoir pourquoi. En réalité, ce malaise vient du fait que l'on se force à être quelqu'un de plus facile, de plus lisse, de moins dérangeant que ce que l'on est réellement. Et à long terme, ce décalage crée une tension permanente entre l'image que l'on projette et la vérité intérieure que l'on étouffe. Ce qui est troublant, c'est que cette gentillesse excessive est souvent récompensée au début. Les autres apprécient cette disponibilité constante, cette capacité à comprendre, à pardonner, à s'adapter, mais peu à peu, une dynamique déséquilibrée s'installe. On devient celui ou celle qui comprend toujours, qui excuse toujours, qui attend toujours. Et paradoxalement, plus on se montre accommodant, moins on est réellement considéré, non par méchanceté, mais parce que l'absence de limites claires brouille la valeur de notre présence. Il ne s'agit pas ici de devenir dur ou indifférent, il s'agit de reconnaître que la gentillesse authentique ne devrait jamais se faire au prix de l'estime de soi. Lorsqu'elle devient automatique, elle cesse d'être une qualité relationnelle et se transforme en mécanisme d'auto-effacement. Et c'est souvent là que commencent les premières blessures invisibles. Celles que l'on ne voit pas mais que l'on ressent profondément, ce qui rend cette forme de gentillesse particulièrement dangereuse, c'est qu'elle est souvent confondue avec l'amour, le respect ou la maturité émotionnelle. Beaucoup de personnes pensent qu'être gentil signifie être compréhensif en toutes circonstances, même lorsque cela leur coûte intérieurement. Alors elles tolèrent des comportements qui les blessent, elles acceptent des silences qui les font douter, elles excusent des absences qui les fragilisent, et tout cela au nom d'une paix relationnelle qui, en réalité, n'existe que d'un seul côté. Progressivement, cette gentillesse devient un terrain fertile pour les déséquilibres. La relation ne repose plus sur un échange, mais sur une adaptation unilatérale. L'un ajuste, l'autre reçoit, l'un s'explique, l'autre dispose. Et ce glissement est souvent si subtil qu'on ne le remarque pas tout de suite. On se dit que on est simplement patient, ouvert, tolérant, mais au fond, quelque chose se crispe. Un sentiment diffus d'injustice apparaît, accompagné d'une culpabilité étrange, car se plaindre semble malvenu quand on a choisi soi-même d'être gentil. Il y a aussi un autre aspect, plus insidieux encore. La gentillesse excessive peut empêcher l'autre de se montrer réellement. Lorsqu'on évite systématiquement le conflit, lorsqu'on lisse toutes les aspérités, on prive la relation d'un espace de vérité. L'autre n'est jamais confronté à nos limites, à nos désaccords, à nos besoins profonds.
Et sans cette confrontation, il n'y a pas de véritable rencontre, seulement une cohabitation émotionnelle où chacun joue un rôle, parfois sans en être conscient. Beaucoup de personnes découvrent trop tard que leur gentillesse a servi de camouflage. Elles pensaient construire du lien alors qu'elles construisaient du silence. Elles croyaient protéger la relation alors qu'elles protégeaient surtout la peur de perdre, car dire ce que l'on ressent, poser une limite, exprimer un désaccord, c'est prendre un risque. Le risque de déplaire, le risque de voir l'autre se retirer. Et pour certains, ce risque est plus douloureux que l'abandon progressif de soi. Ce mécanisme est souvent lié à une histoire personnelle. On a appris parfois très tôt que l'amour était conditionnel, qu'il fallait être sage, gentil, discret pour être accepté. Alors, adulte, on reproduit ce schéma sans même s'en rendre compte. La gentillesse devient une monnaie d'échange implicite. Si je suis suffisamment accommodant, je serai aimé. Si je fais des efforts, l'autre restera. Mais l'amour authentique ne fonctionne pas sur ce modèle. Il ne se négocie pas à coup de concessions silencieuses. Et c'est là que la gentillesse, au lieu de nourrir la relation, commence à l'appauvrir. Elle empêche l'émergence d'une vraie réciprocité. Elle transforme le lien en terrain d'insécurité permanente, où l'on surveille ses mots, ses réactions, ses émotions, par peur de troubler un équilibre déjà fragile. À ce stade, la gentillesse n'est plus un choix libre, elle devient une obligation intérieure épuisante et anxiogène. Il y a un moment, souvent discret mais décisif, où cette gentillesse commence à se retourner contre celui qui la pratique. Ce moment arrive lorsque l'on réalise que malgré tous les efforts, malgré toute la compréhension offerte, quelque chose ne revient pas en retour. L'écoute n'est pas réciproque. L'attention n'est pas partagée. Et surtout, la reconnaissance est absente. À ce stade, beaucoup continuent pourtant à donner, convaincus que s'ils font encore un pas de plus, l'équilibre finira par se rétablir. Mais c'est rarement ce qui se produit. Plus une personne se montre disponible sans limite, plus elle risque de devenir invisible, non pas parce qu'elle n'a pas de valeur, mais parce que sa présence est acquise. Elle est là quoi qu'il arrive, elle comprend toujours, elle pardonne rapidement, et ce qui est acquis n'est plus interrogé. La relation cesse d'être un espace de choix et devient un espace d'habitude. Or, ce qui nourrit le désir relationnel, ce n'est pas la disponibilité permanente, mais la présence consciente, choisie, incarnée. La gentillesse excessive brouille aussi la relation que l'on entretient avec soi-même. À force de se demander ce que l'autre attend, ce qui pourrait le déranger ou le rassurer, on perd le contact avec ses propres repères. On ne sait plus très bien ce que l'on ressent réellement, ni ce que l'on désire profondément. On devient expert dans l'art de s'adapter, mais étranger à soi. Et cette déconnexion intérieure est souvent à l'origine d'un mal, être diffus, difficile à formuler, mais bien réel. Il arrive également que cette gentillesse serve à éviter un conflit intérieur, poser une limite, dire non, exprimer un désaccord oblige à affronter la peur d'être rejeté ou abandonné. Euh, Rester gentil en toutes circonstances permet de repousser cette peur, de la maintenir à distance, mais ce report a un coût. La tension s'accumule, les frustrations s'empilent, jusqu'au jour où elles surgissent sous forme de colère soudaine, de repli ou de fatigue émotionnelle intense. C'est pas la situation présente qui déclenche cette réaction, mais tout ce qui n'a jamais été dit dans beaucoup de relations. On observe alors un paradoxe douloureux. La personne la plus gentille devient celle qui souffre le plus, non pas parce qu'elle aime trop, mais parce qu'elle s'oublie trop. Elle a confondu lien et sacrifice, harmonie et effacement. Et à force de vouloir préserver la relation à tout prix, elle a perdu de vue une règle essentielle. Une relation saine ne demande pas que l'un se réduise pour que l'autre se sente à l'aise.
À ce stade, il devient nécessaire de revoir la définition même de la gentillesse. Être gentil ne devrait jamais signifier se taire quand quelque chose fait mal, ni rester quand le respect n'est plus là, ni comprendre indéfiniment sans être compris à son tour. La véritable gentillesse inclut aussi la capacité de se respecter, de se protéger et parfois de décevoir, car décevoir l'autre peut être le prix à payer pour ne plus se trahir soi-même. Il y a une autre illusion très répandue autour de la gentillesse, celle qui consiste à croire qu'en étant toujours compréhensif, on sera naturellement respecté. Beaucoup de personnes associent inconsciemment la douceur à la valeur morale, comme si poser des limites revenait à devenir dur ou égoïste. Pourtant, dans la réalité des relations humaines, le respect ne naît pas de l'effacement, mais de la clarté. Lorsqu'une personne ne montre jamais où sont ses frontières, l'autre n'a aucune raison de les deviner. Être excessivement gentil peut alors envoyer un message ambigu. Non pas je suis ouvert et bienveillant, mais tout est acceptable et ce flou crée des relations instables où les règles changent selon l'humeur, la fatigue ou la peur de perdre l'autre. À long terme, cette absence de structure relationnelle génère de l'insécurité, autant chez celui qui donne que chez celui qui reçoit. Car une relation sans repère clair finit toujours par devenir inconfortable. On observe souvent que les personnes les plus gentilles attirent des relations déséquilibrées. Non parce qu'elles cherchent consciemment ce type de lien, mais parce que leur difficulté à dire non les rend disponibles pour des dynamiques où l'effort n'est pas partagé. Elles deviennent celles sur qui l'on peut compter, mais rarement celles que l'on soutient vraiment. Et à force de jouer ce rôle, elles finissent par se sentir utilisées, tout en se reprochant intérieurement de ressentir cela. Il y a aussi une dimension sociale à cette gentillesse excessive. Dans beaucoup de contextes, être gentil est valorisé comme une preuve de maturité, de sagesse, voire de spiritualité. Refuser, confronter, exprimer un désaccord est parfois perçu comme une faiblesse ou un manque d'évolution personnelle. Alors on se censure, on ravale ses émotions, on se convainc que l'on est au-dessus de ses réactions, mais ce détachement apparent n'est souvent qu'une dissociation émotionnelle. Ce refoulement a des conséquences bien concrètes. Les émotions mises de côté ne disparaissent pas. Elles se déplacent. Elles peuvent se transformer en anxiété chronique, en troubles du sommeil, en somatisation ou en une perte progressive de joie. La personne reste gentille en surface, mais intérieurement, quelque chose s'éteint. Elle ne se sent plus vraiment vivante dans la relation. Elle fonctionne, elle s'adapte, elle assure, mais elle ne se sent plus nourrie. À ce stade, la gentillesse n'est plus un lien, mais un masque. Un masque socialement acceptable, mais psychologiquement coûteux. Et plus il est porté longtemps, plus il devient difficile à retirer. Car derrière ce masque, il y a souvent une peur profonde. La peur que sans cette gentillesse constante, sans cette disponibilité, il reste plus rien qui mérite d'être aimé. C'est précisément là que le travail intérieur devient nécessaire, non pour renoncer à la gentillesse, mais pour lui redonner sa juste place. Il devient alors essentiel de comprendre que la gentillesse n'est pas un problème en soi. Ce qui pose difficulté, c'est la perte de liberté intérieure qui l'accompagne lorsqu'elle est dictée par la peur plutôt que par le choix. Une gentillesse saine et souple, elle s'adapte sans se renier. Elle sait donner, mais elle sait aussi se retirer. À l'inverse, la gentillesse excessive est rigide. Elle oblige à rester, à comprendre, à excuser, même lorsque cela fait mal. Et cette rigidité finit par enfermer. Beaucoup de personnes confondent encore gentillesse et amour inconditionnel. Elles pensent que pour aimer vraiment, il faudrait tout accepter, tout comprendre, tout pardonner, mais l'amour adulte ne fonctionne pas ainsi. Il repose sur une rencontre entre deux individus entiers capables de se respecter eux-mêmes.
Aimer ne signifie pas se sacrifier en silence. Aimer, c'est pouvoir dire ce qui ne va pas sans craindre de perdre l'autre. Lorsqu'une relation ne supporte pas l'expression sincère des besoins, elle devient un lieu d'insécurité émotionnelle. Apprendre à poser des limites n'est pas un acte de rupture, mais un acte de régulation. Une limite claire n'est pas une attaque, c'est une information. Elle permet à l'autre de savoir jusqu'où aller et à soi de ne pas se perdre. Paradoxalement, ce sont souvent les relations où les limites sont posées avec calme et cohérence qui deviennent les plus stables, car chacun y trouve une place définie, sans devoir deviner ou se suradapter. Ce processus demande du courage, car il oblige à renoncer à une illusion rassurante, celle qui fait croire que si l'on est suffisamment gentil, tout ira bien. En réalité, certaines relations ne tiennent que parce que l'un se tait. Dès que la parole se libère, l'équilibre se rompt. Et cela peut être douloureux à constater, mais cette douleur est souvent révélatrice. Elle montre que le lien reposait plus sur la peur de perdre que sur un désir partagé. Il est important de souligner que poser des limites peut provoquer des réactions inattendues. Certaines personnes s'éloignent, se vexent ou tentent de faire culpabiliser, non parce que la limite est injuste, mais parce qu'elles étaient habituées à une disponibilité sans condition. Ce moment est souvent vécu comme une trahison, alors qu'il s'agit simplement d'un réajustement. Et ce réajustement est parfois le seul moyen de savoir si la relation repose sur quelque chose de solide ou sur une simple habitude. En retrouvant cette capacité à se positionner, la gentillesse change de nature. Elle cesse d'être une obligation et redevient un choix. Un choix conscient, aligné, respectueux de soi et de l'autre. Et c'est précisément à partir de là que la relation peut évoluer, soit vers plus d'authenticité, soit vers une séparation plus juste, mais toujours avec davantage de clarté intérieure. Lorsque cette transformation s'amorce, un changement subtil mais profond se produit dans la manière de se relier aux autres. On ne cherche plus à être apprécié à tout prix. On commence à privilégier la justesse plutôt que l'approbation. Cette transition est souvent inconfortable, car elle oblige à renoncer à une forme de contrôle. Auparavant, la gentillesse excessive donnait l'illusion de maîtriser la relation. Si je fais attention, si je m'adapte, si je ne dérange pas, alors tout ira bien. Mais cette maîtrise était fragile et épuisante. En réalité, accepter de ne plus être constamment gentil, c'est accepter l'incertitude relationnelle. C'est reconnaître que on ne peut pas garantir la réaction de l'autre, ni son engagement, ni sa fidélité émotionnelle. Et cette acceptation est une étape clé de la maturité affective. Elle libère d'un poids immense, celui de devoir sans cesse mériter sa place. On ne cherche plus à être indispensable. On accepte simplement d'être présent tel que l'on est. Beaucoup découvrent à ce moment-là une chose étonnante. Certaines relations deviennent plus simples, plus vraies, plus apaisées. L'autre se sent enfin en face de quelqu'un de réel et non d'un rôle. D'autres relations, en revanche, se fragilisent ou disparaissent, non parce que l'on est devenu froid ou distant, mais parce qu'elles ne supportaient pas l'équilibre. Elles tenaient grâce à une asymétrie devenue visible. Cette clarification peut faire mal, mais elle apporte aussi une grande cohérence intérieure. Il est également fréquent que cette nouvelle posture révèle des peurs anciennes. La peur d'être rejeté, de se retrouver seul, de ne plus être aimé pour ce que l'on donne, et ces peurs ne sont pas des signes d'échec. Elles indiquent simplement que l'on touche à des zones sensibles, souvent construites très tôt. Apprendre à rester présent malgré ses peurs sans revenir automatiquement à l'auto-effacement est un travail progressif qui demande patience et bienveillance envers soi-même. Dans cette phase, la gentillesse cesse d'être une réponse automatique et devient une expression ajustée.
On choisit quand donner, comment donner et à qui. On découvre que l'on peut être profondément bienveillant sans se nier, que l'on peut écouter sans porter à bout de bras, que l'on peut aimer sans se dissoudre dans l'autre. Cette redéfinition transforme radicalement la qualité des liens, mais aussi la relation que l'on entretient avec soi. Au fond, sortir de la gentillesse excessive, ce n'est pas apprendre à moins aimer, c'est apprendre à aimer autrement, avec plus de présence, plus de clarté et surtout plus de respect pour sa propre intégrité. Et c'est souvent à partir de cette base que naissent les relations les plus stables et les plus nourrissantes, celles qui ne demandent pas de s'oublier pour exister. Avec le temps, on réalise que cette nouvelle manière d'être change profondément la perception que l'on a de la solitude. Auparavant, la solitude faisait peur parce qu'elle était associée au vide, au manque, à l'abandon. Elle semblait confirmer l'idée que sans se rendre utile, sans être gentil en permanence, on risquait de ne plus compter pour personne. Mais lorsque l'on cesse de se trahir pour maintenir des liens fragiles, la solitude prend une autre couleur. Elle devient un espace de respiration, de recentrage, parfois même de réparation. Dans cet espace, quelque chose d'essentiel se reconstruit. L'estime de soi cesse de dépendre du regard ou de la validation extérieure. On ne se demande plus en permanence si l'on fait assez, si l'on donne suffisamment, si l'on est encore désiré. On commence à ressentir une forme de sécurité intérieure, plus stable, moins conditionnelle. Et cette sécurité modifie naturellement la façon dont on entre en relation. On ne cherche plus à combler un manque, mais à partager un équilibre. Il est intéressant d'observer que cette posture attire des liens différents et non pas nécessairement plus nombreux, mais souvent plus justes. Les relations qui se créent ou se maintiennent à partir de là reposent davantage profiter de la présence mutuelle que sur la peur de perdre. Chacun y est libre de dire oui, mais aussi de dire non. Et cette liberté, loin d'affaiblir le lien, le rend paradoxalement plus solide, car ce qui est choisi librement a toujours plus de valeur que ce qui considère comme acquis. On comprend alors que la gentillesse véritable ne cherche pas à éviter le malaise à tout prix. Elle accepte que toute relation vivante comporte des ajustements, des désaccords, parfois même des tensions. C'est pas le conflit en soi qui abîme le lien, mais la peur de l'affronter. Lorsque l'on ose exprimer ce qui est inconfortable avec calme et respect, on offre à la relation une chance d'évoluer plutôt que de s'éroder silencieusement. À ce stade, beaucoup ressentent une forme d'apaisement profond. Ils ne sont plus dans la vigilance constante, ni dans l'anticipation anxieuse des réactions de l'autre. Ils savent qu'ils peuvent faire face à une éventuelle déception sans se perdre. Cette confiance ne vient pas de la certitude que tout ira bien, mais de la certitude que quoi qu'il arrive, ils resteront fidèles à eux-mêmes. Et cette fidélité intérieure devient une boussole relationnelle extrêmement précieuse. Progressivement, la gentillesse retrouve son sens initial. Elle n'est plus un moyen de se protéger ou de se faire accepter, mais une qualité librement offerte. Elle peut alors être chaleureuse sans être soumise, attentive sans être sacrificielle, ouverte sans être naïve. Et c'est souvent à ce moment-là que l'on découvre que les relations les plus profondes ne sont pas celles où l'on s'est le plus effacé, mais celles où l'on a osé être pleinement présent. Au terme de ce cheminement, une évidence s'impose avec une clarté nouvelle. La gentillesse n'a jamais été le problème. Ce qui blesse, ce qui épuise, ce qui finit par faire mal, c'est l'oubli de soi déguisé en vertu. Être gentil n'est pas se taire quand quelque chose fait mal. Ce n'est pas rester là où l'on ne se sent pas pleinement reconnu. Ce n'est pas non plus porter seul le poids d'une relation en espérant qu'un jour ou l'autre s'en rende compte. La vraie bienveillance commence toujours par un respect intérieur solide
Quand on cesse de confondre amour et sacrifice, quelque chose se détend profondément. On n'a plus besoin de prouver sa valeur par des efforts incessants. On n'a plus besoin de mériter une place en se rendant indispensable. On comprend que ce qui est vivant dans une relation ne se force pas. Ce qui tient vraiment tient parce que les deux le choisissent jour après jour, sans pression, sans dette émotionnelle. Et ce qui ne tient pas, malgré tous les ajustements, n'était probablement pas destiné à durer. Cette prise de conscience transforme aussi la manière de se positionner dans le monde. On devient plus attentif à ce que l'on ressent, plus à l'écoute de ses limites, plus respectueux de son rythme. On ne cherche plus à être irréprochable, mais cohérent. Et cette cohérence crée une forme de calme intérieur qui ne dépend plus des réactions extérieures. On peut être déçu sans se perdre. On peut être aimé sans se dissoudre. On peut être seul sans se sentir vide. Il y a alors une forme de liberté très particulière qui apparaît. Euh, la liberté de choisir ses relations plutôt que de les subir. La liberté de donner sans se vider. La liberté de dire non sans se sentir coupable. Cette liberté n'éloigne pas des autres, elle filtre, elle laisse partir ce qui exige trop et accueille ce qui respecte naturellement. Elle ne garantit pas l'absence de douleur, mais elle protège de l'usure silencieuse qui naît quand on s'oublie trop longtemps. Au fond, le côté sombre de la gentillesse ne réside pas dans la douceur, mais dans la peur qui la motive parfois. Lorsqu'elle est guidée par la crainte de perdre, elle enferme. Lorsqu'elle est guidée par le respect de soi, elle relie. À l'apprendre à faire cette différence est l'un des pas les plus importants vers des relations plus justes, plus vivantes et plus apaisées. Car la paix relationnelle durable ne vient jamais du fait de s'effacer, mais de la capacité à rester pleinement présent à l'autre comme à soi-même. Il est important d'ajouter une nuance essentielle, souvent oubliée lorsque l'on parle de gentillesse et de relations. Apprendre à sortir de la gentillesse excessive ne signifie pas devenir méfiant, dur ou fermé. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais de renforcer des fondations. Une personne qui a retrouvé le respect de ses propres limites n'est pas moins accessible émotionnellement, elle est simplement plus stable. Elle n'offre plus son énergie par peur de la perdre, mais par désir sincère de partager. Dans cette posture, les relations cessent d'être des épreuves permanentes. On ne cherche plus à analyser chaque message, chaque silence, chaque variation d'humeur de l'autre. On écoute davantage les faits que les espoirs. On observe la cohérence plutôt que de s'accrocher aux intentions supposées. Cette lucidité n'est pas froide, elle est protectrice, elle évite de projeter sur l'autre ce qu'il n'est pas prêt ou pas capable d'offrir. Beaucoup de personnes découvrent alors une forme de soulagement inattendu. Elles réalisent qu'elles n'ont plus besoin de convaincre, de séduire ou de se suradapter pour maintenir un lien. Si une relation s'éloigne lorsque la gentillesse cesse d'être sacrificielle, cela révèle quelque chose de précieux. Cela montre que ce lien était soutenu par un déséquilibre, non par un attachement réciproque. Et même si cette prise de conscience peut être douloureuse, elle est aussi profondément libératrice. À partir de là, le regard sur soi change. On ne se définit plus comme quelqu'un de trop gentil, mais comme quelqu'un de sensible, conscient, capable d'ajustement. Et ce choix change la dynamique entière du lien. L'autre sent que la relation repose sur une envie réelle, pas sur une peur de perdre. Cette qualité de présence crée souvent plus de profondeur que des années de concessions silencieuses. Finalement, cette transformation ne concerne pas uniquement les relations amoureuses. Elle touche aussi l'amitié, la famille, le travail. Partout où la gentillesse était utilisée comme une armure ou une monnaie d'échange, elle peut redevenir une expression libre et juste. Et c'est peut être là l'enjeu le plus important.
Apprendre à être gentil sans se trahir, présent sans se perdre, ouvert sans se dissoudre, car c'est à cet endroit précis que la douceur cesse d'être dangereuse et devient réellement vivante. Ce qui change également en profondeur, c'est la relation au regard des autres. Lorsque la gentillesse n'est plus un outil pour être accepté, on cesse progressivement de vivre sous évaluation permanente. On ne se demande plus si l'on a été assez aimable, assez compréhensif, assez accommodant. Cette libération intérieure allège énormément la charge mentale. L'énergie auparavant consacrée à anticiper, ajuster, lisser peut enfin être investie ailleurs, dans la créativité, la présence, la construction de projets ou simplement le repos. On remarque aussi que cette transformation fait émerger une forme de discernement émotionnel plus fine. On ne confond plus l'intensité avec la profondeur, ni la proximité avec la sécurité. Certaines relations peuvent être très fortes émotionnellement tout en étant profondément instables. Auparavant, la gentillesse excessive poussait à rester dans ces liens sous prétexte qu'ils faisaient ressentir quelque chose. Et aujourd'hui, le critère devient différent. On se demande si la relation apaise autant qu'elle stimule, si elle soutient autant qu'elle sollicite. Euh, il y a dans ce changement une maturité silencieuse. On accepte que tout le monde ne puisse pas suivre ce mouvement. Certaines personnes se sentent déstabilisées face à quelqu'un qui n'explique plus sans cesse, qui ne se justifie plus, qui n'absorbe plus les tensions à lui seul. Cette réaction n'est pas un échec du lien, mais un révélateur. Elle montre à quel point certaines relations reposaient sur une répartition implicite des rôles, souvent inconsciente, mais bien réelle. Dans cette nouvelle posture, on apprend aussi à écouter les signaux faibles, pas ceux qui rassurent, mais ceux qui alertent. Une fatigue récurrente après certains échanges, une sensation systématiquement unilatérale, ce n'est plus un signe d'amour ou d'engagement, mais un déséquilibre. Reconnaître cela ne rend pas cynique. Au contraire, cela permet d'investir son énergie là où elle a une chance réelle de porter du fruit. Et cette lucidité évite de confondre loyauté et épuisement. Au fond, ce chemin invite à une forme de sobriété relationnelle, moins de surinvestissement, moins de sacrifices inutiles, mais plus de présence réelle. On n'a plus besoin de multiplier les preuves de gentillesse pour exister dans le lien, être là de manière alignée, suffit. Et cette simplicité, loin d'appauvrir les relations, leur redonne souvent une densité et une vérité que la gentillesse excessive avait fini par étouffer. Et au bout de ce parcours, une compréhension plus apaisée s'installe. On réalise que la vraie sécurité relationnelle ne vient ni du contrôle, ni de l'effort permanent, mais d'un alignement intérieur. Lorsque la gentillesse est choisie et non subie, elle cesse d'être une source de fatigue et redevient un espace de rencontre